Dans ce journal, on revisite les relations séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays frères liés par l'histoire et par la géographie. Des relations souvent traversées par des orages, mais qui résistent et finalement plus forts que ce qui divise, à suivre donc un petit coup d'histoire en plein cœur du 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui déroule ses travaux à Ouagadougou. Au Sénégal, la finale de la Coupe de la Ligue vire au drame. Une partie du gradin du stade s'effondre suite aux affrontements entre supporters au stade Demba Diop de Dakar. Bilan 8 morts et une soixantaine de blessés. Et puis un invité dans ce journal, le promoteur du festival Ouaga New York, Gérard Kouala, qui vient pour nous parler de la prochaine édition du FONI. Nous l'entendrons sur la spécificité de ce rendez-vous culturel. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Voilà, cela dit donc, il était une fois le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est une très longue histoire qui, selon certains spécialistes, précède l'arrivée du colon. Les deux pays liés par l'histoire, mais aussi par la géographie, entretiennent des relations séculaires, des relations de fraternité, loin d'être toujours un long fleuve tranquille. Aujourd'hui encore, plus de 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire depuis la migration imposée par le colonisateur en 1919 pour besoin de main-d'œuvre. Coup d'histoire donc sur deux pays frères et amis que tout unit dans ce dossier que nous proposent Salif Belem et Mounir Akiri. Ce n'est pas une simple formule diplomatique que de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont deux nations liées par l'histoire, la géographie et même par le sang. À l'image des Gans dans le sud-ouest, qui serait une branche du groupe ethnique à Caen en Côte d'Ivoire, plusieurs autres ethnies du Burkina trouvent leurs racines en territoire ivoirien. Lorsque le royaume du Caen a été fondé, donc, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ce royaume a donné naissance au Burkina Faso actuel, à ce qu'on a appelé l'Empire du Guriko, autour de Bobo Dioulasso. Alors ça veut dire qu'il y avait des populations apparentées qui se sont forgées des institutions de gouvernance, parfois les mêmes, et entre lesquelles il y avait une totale mobilité pour des questions de commerce, d'échange. La colonie de Haute-Volta voit le jour, nous sommes en 1919. Une frontière artificielle fut dressée entre les deux pays. Une frontière qui n'est qu'un trait d'union entre deux possessions de la même puissance coloniale, avec une mission commune, enrichir la France. Dans la conception économique et même géopolitique du colonisateur, la Côte d'Ivoire devrait fournir à la France des matières premières, cacao, café, bois, etc. Mais pour le faire, la Côte d'Ivoire devait compter absolument sur ce qu'on appelait l'immense et inépuisable réservoir de main-d'œuvre voltaïque. C'est donc par ce canal qu'à partir de 1919, de milliers de voltaïques migraient vers la Côte d'Ivoire voisine pour travailler dans divers chantiers. Et en 1932, la colonie de Haute-Volta fut supprimée. En dehors des localités comme Nouna, Dori, Wayukia, Arpenda et Fadangourma, tout le territoire a été rattaché à la Côte d'Ivoire. Une bonne partie des voltaïques est donc devenue ivoirienne du jour au lendemain. Il n'y avait plus de voltaïques ni d'Ivoire, il y avait des Ivoiriens habitant la basse Côte d'Ivoire, capitale Abidjan, et des Ivoiriens habitant la haute Côte d'Ivoire, créée en 1937, avec comme chef-lieu Ouagadougou. Mais tout ça, ça faisait la Côte d'Ivoire. Durant 15 ans, tout le monde était des Ivoiriens. La Haute-Volta fut reconstituée en 1947 et la communauté de destin a poussé les élites politiques des deux nations à se battre côte à côte pour l'indépendance du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Les deux nations entretiennent des relations de complémentarité qui ont souvent évolué en dents de scie marquées par des périodes de vives tensions, mais aussi et surtout par des moments d'excellentes relations. Sous la Première République en particulier, l'amitié entre le président Houphouët-Boigny et le président Maurice Yaméongo est légendaire. Il y a eu, comme vous l'avez dit, une évolution en dents de scie, mais il n'y a jamais eu rupture en tant que telle. Bien au contraire. Bien au contraire, quand le feu brûlait au Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire qui éteint. Et vice-versa.
Tel un couple qui entretient des relations traversées tantôt par des moments d'intense amour, tantôt par des crises, on est tenté de dire que le Burkina et la Côte d'Ivoire demeurent deux pays inséparables, condamnés à vivre ensemble pour le meilleur et le pire. Et c'est connu, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire coopèrent dans plusieurs domaines, au nombre desquels il y a l'électricité. Depuis 2001, une ligne d'interconnexion reliant la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est mise en service, permettant au pays des hommes intègres de réduire son déficit en énergie. On marque un arrêt sur ce volet de la coopération entre les deux pays avec Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Voilà un des grands symboles de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le port source des Atouli, situé dans la périphérie ouest de la ville de Ouagadougou. Quand le courant vient de la Côte d'Ivoire, il arrive ici et à partir de là, on le transforme pour l'amener à un niveau plus bas, pour maintenant d'ici aller vers la ville. En suivant plusieurs canaux, un canal qui part vers le sud pour contourner, aller jusqu'à Patte d'Oie, et un autre canal qui part vers le nord pour continuer pour aller jusqu'à Kosodo. Et à partir de là aussi, nous alimentons Wayouguia, nous alimentons aussi Koudougou. C'est en 2001 que la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est mise en service avec une fourniture de 50 MW, mais elle ne s'arrêtait qu'à Bobo Dioulasso. Il faudra attendre 9 ans, soit le 31 décembre 2009, pour qu'elle arrive à Ouagadougou. Une fourniture qui va crescendo et qui va s'accélérer avec le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. En 2016, cette fourniture d'électricité au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire passe de 70 à 83 MW, soit 3 MW en plus par rapport à la décision prise à Yamoussoukro par les deux États. Nous recevons près de plus de 35% de nos besoins de la Côte d'Ivoire. C'est considérable. Et comme vous le savez, l'énergie coûte moins cher en Côte d'Ivoire que chez nous du fait qu'ils utilisent des moyens de production moins chers. Donc nous avons plus intérêt à utiliser cette énergie-là pour réduire notre coût de revient de l'électricité. Et si par exemple la Côte d'Ivoire n'a pas augmenté leur fourniture là, cette année, les désagréments qu'on a connus allaient être encore plus. Mais comme ils ont fourni un peu plus, ça a diminué un peu. C'est vrai que malgré tout ça, il y a eu un manque. Au prochain TAC, le Burkina compte demander à la Côte d'Ivoire de passer de 83 à 90 voire 100 MW. Une fourniture additionnelle qui, selon le directeur général de la Sonabel, permettra de réduire le déficit que connaît le Burkina Faso. Et dans l'architecture des grands projets de développement initiés par les différents gouvernements qui se sont succédés au Burkina Faso, le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni est l'un des plus importants. Le barrage de Samandéni est aujourd'hui à un taux de réalisation de 98% avec la mise en eau qui est déjà effective depuis quelques jours. Le plan de gestion environnementale et sociale est aussi à un niveau assez avancé. Les partenaires techniques et financiers constatent les faits sur le terrain. Moussa Zerbo avec Moussa Sano. Les partenaires techniques et financiers du PEDIS, le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni pour la 7e fois en mission de supervision de ses réalisations. La délégation est ici à l'école primaire de Banakorosso. Là, elle est aussi inspirée de Diofoloma, des sites tous d'accueil de populations affectées par la construction du barrage. Les populations sont entièrement satisfaites parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous venons de faire le bilan, nous sommes à près de 90% d'exécution des points de revendication du gouvernement et des populations. Tout ce qui avait été prévu d'être fait dans le cadre de ce protocole est pratiquement achevé et vous avez constaté que les sites d'accueil ont pratiquement un taux de 100% de taux d'habitation. Après les sites d'accueil, les partenaires techniques et financiers du PEDIS sont sur le chantier du barrage. Et là aussi, il ne manque pas de saluer les efforts consentis. Le barrage est en pourcentage très avancé, pratiquement plus de 98%. Donc au niveau de la centrale, on est à pratiquement 72%. Il reste que l'acheminement de quelques équipements, notamment les turbines. Et donc dans un délai maximum de 2 ans, en tout cas d'ici la fin de l'année,
les équipements seront montés. Ce que nous allons discuter surtout avec eux, c'est surtout les perspectives. Parce que le programme, c'est un programme intégré. Nous ne sommes qu'à la première phase. Les phases les plus importantes, c'est surtout la valorisation de cette infrastructure. Donc j'entends par là les aménagements hydro-agricoles. Il y a l'unité industrielle, agro-industrielle qui sera aussi mise en œuvre. Et c'est justement l'objet de cette rencontre, une rencontre d'échange qui met un terme à cette 7e mission de supervision conjointe des partenaires techniques et financiers du PEDIS. Et le gouvernement burkinabé d'encourager la culture du jatropha pour la production du biocarburant, une énergie qui peut aider à faire face à la demande sans cesse croissante au pays des hommes intègres. Le ministre en charge de l'énergie, Alpha Omar Dissa à Bentogodo, a remis 250 000 plants de jatropha aux producteurs au nom du gouvernement. Daouda Ouattara, Bouma Ernest Nibié. Venus des 13 régions du Burkina, ces producteurs reçoivent ici à Bantogodo, dans la commune rurale de Souroubila, des plants de jatropha. On va planter ça. On a déjà même préparé des places pour ça. Bon, dès qu'on gagne ça à la maison seulement, on va commencer à planter. Ça peut nous apporter beaucoup d'argent. C'est un geste du ministère de l'Énergie pour aider les producteurs à accroître la culture de cette plante qui est source de biocarburant. On s'inscrit dans le cadre d'un projet avec le PNUD qui consiste donc à regarder la chaîne de production de jatropha, de sorte à mettre en place un mécanisme qui va permettre de produire efficacement le jatropha, le transformer, utiliser les sous-produits. Et vous savez également que le biocarburant peut être utilisé dans beaucoup d'autres moteurs, notamment les moteurs électriques, mais également les moteurs de tracteurs. 250 000 plants d'un coût de plus de 6 millions de francs CFA remis aux producteurs de jatropha. Un geste du gouvernement salué par le principal promoteur de la culture de cette plante au Burkina, le Larlé Naba Tigré. Avec cette contribution du gouvernement, je pense qu'il y aurait une meilleure croissance des récoltes de jatropha pour fournir à notre unité et qui a besoin de plus de tonnes pour produire du biocarburant. Et le Larlé Naba de revenir sur les autres produits issus de cette plante qui sont aussi à promouvoir. Et surtout, le jatropha a des dérivés encore plus intéressants pour l'agriculteur et pour la vie, pour le céréales. Nous produisons non seulement le savon, mais aussi nous faisons des engrais organiques qui permettent de restituer la vitalité de nos sols. Après la cérémonie de remise des plants, le Larlé Naba a visité avec ses partenaires un de ses sites de production de jatropha et de mongbine, une variété de haricots qu'il entend également vulgariser au Burkina pour ses multiples vertus. Autre point de l'actualité, la QV 2017 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication est riche de plus de 60 nouvelles compétences, 61 stagiaires composés de conseillers et assistants en journalisme et de techniciens formés en 30 et 18 mois, des stagiaires qui sont prêts à exercer leur profession selon l'éthique et la déontologie du métier. La sortie de la 29e promotion de l'ISTIC, promotion Christine Ouedraogo du nom d'une de leurs camarades décédées, avec Roger Bembamba et Oumou Sissé. La joie se lit sur le visage de ces stagiaires en fin de formation de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTIC. 18 mois de formation pour certains et 30 mois pour d'autres, ces assistants et conseillers en journalisme et ces techniciens ont acquis des connaissances en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. C'est une satisfaction pour moi, en tout cas d'être devant un jury et qui a vraiment reconnu le travail que j'ai fait. Donc la note de 1766, vraiment, ça me va droit au cœur et ça prouve que, en tout cas, les inscrits sur titre aussi, en tout cas, peuvent intégrer dans le cercle des professionnels aussi. Des professionnels qui vont apporter leur savoir-faire et être dans les différents médias du Burkina Faso. Et pour le parrain, c'est une grande fierté. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de journaux qui se créent, beaucoup de télé. On est en train de lancer la TNT et donc il y a de l'activité, il y a du boulot et on a besoin aussi qu'il y ait des gens bien formés, qui soient des gens de qualité. Beaucoup sont sortis de cette école et sont de grands journalistes avec des prix
à la fois nationaux et internationaux. Cette 29e promotion de l'ISTIC a pour nom de baptême Christine Ouedraogo, une de leurs camarades décédée 3 mois après le début de leur formation. À cette cérémonie de sortie, les stagiaires ont émis le souhait de voir la mise en place d'une bibliothèque numérique, de la réouverture de la radio-école et la reconnaissance des diplômes par le CAMES. Autre point de l'actualité, la capitale du Kazakhstan est la vitrine internationale des énergies renouvelables depuis le 11 juin 2017. Le Burkina Faso participe à la foire en exposant sa vision sur la question et plaide pour une coopération entre les pays en vue de promouvoir davantage ces énergies dans le monde. Changement climatique oblige. Une délégation burkinabé est à Astana et Zoubaviel David Dabiré est notre envoyé spécial. Au milieu de ses fans, la troupe Relwende de Kongoussi est en prestation. Cette splendeur que contemple ici le public est le Warba, une danse du terroir. Depuis 2003, cette danse est promue au sein de la troupe. Notre troupe a été créée pour valoriser la culture et en apportant notre contribution, nos traditions ne disparaîtront pas. Membre de la troupe Relwende, Fidel Ouedraogo dispose à lui seul de 5 flûtes de notes différentes. Leur usage varie en fonction des circonstances. Je commence d'abord par cette flûte pour annoncer l'entrée des danseurs sur scène. Au bon milieu de la prestation, j'utilise la deuxième flûte. Cette troisième flûte, lorsque je l'utilise, même si vous n'êtes pas content de danser, elle vous oblige à danser. À côté de la flûte, les tam-tams sont aussi des instruments essentiels de la troupe. Leur mélodie toute particulière constitue une véritable école. Les tam-tams parlent et les danseurs comprennent leur message. On peut leur demander de danser vers la gauche, vers la droite, de faire ceci ou cela par exemple. Autant de moyens de communication et de promotion de la culture qui ont séduit la jeune Natifata. Élève en classe de 6e, elle a succombé sous le charme du Warba. J'ai intégré la troupe pour valoriser la culture. Mes camarades apprécient ma façon de danser et m'encouragent à persévérer. Pour les fans, c'est toujours le même enthousiasme que suscite chaque apparition de la troupe Relwende de Kongoussi. Nous sommes fiers du Warba. C'est une danse traditionnelle. La danse d'hier diffère de celle d'aujourd'hui. De nos jours, c'est plus vivant et plus intéressant parce que ce sont les jeunes qui dansent. Vous savez, le sang des jeunes est plus chaud que celui des anciens. Et pour que cette dynamique enclenchée ne s'estompe pas, les mains sur son tam-tam, Justin Stawadogo lui continuera d'appeler la population à soutenir la troupe afin que perdure le rayonnement culturel de Kongoussi. Voilà, on a plutôt parlé culture et c'était à Kongoussi où nous étions pour découvrir la troupe Relwende qui fait partie des porte-flambeau donc de la culture de cette localité composée d'une dizaine de membres. Comme vous l'avez entendu, la troupe s'investit surtout dans la promotion de la danse traditionnelle Warba. Et c'est Issaka Ouedraogo et Aruna Mare qui nous ont présenté la troupe Relwende. Nous retournons à la capitale du Kazakhstan pour parler énergie renouvelable. Le Burkina Faso participe donc à la foire internationale qui a lieu au Kazakhstan à Astana depuis le 11 juin 2017. Le Burkina Faso est allé faire voir sa vision sur la question et plaider pour la coopération entre les pays en vue de promouvoir davantage les énergies renouvelables dans le monde. Les changements climatiques sont plutôt une réalité et la délégation burkinabé a été suivie à Astana par Zoubaviel David Dabiré, notre envoyé spécial. Le Burkina Faso a l'honneur ici à l'exposition sur les énergies renouvelables dénommée Astana Expo 2017. Cette foire internationale sur les énergies du futur, débutée le 11 juin dernier dans la capitale kazakh, consacre le pays des hommes intègres comme invité de marque ce jeudi 13 juillet 2017. Une opportunité pour la délégation burkinabé d'exposer sa vision du développement en lien avec l'énergie solaire et surtout d'évoquer les grands chantiers
en cours dans le domaine. La centrale solaire des Aktouli et le projet Zina, ainsi présentés au public, dénotent selon le chef de la délégation de la volonté du gouvernement à rompre avec les énergies conventionnelles. Pour la réalisation de ces vastes chantiers, le Burkina Faso veut profiter de l'expérience du Kazakhstan, pays continental d'Asie centrale sans accès maritime, mais aujourd'hui autosuffisant sur le plan énergétique avec un développement accru des infrastructures solaires. Occasion donc pour le chef de la délégation burkinabé de plaider pour une coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie solaire. Nous avons profité de cette instance pour montrer que le Burkina est un pays fréquentable. Le Burkina est un pays où l'investissement a beaucoup de profit, d'intérêt pour les investisseurs, que le Burkina est un pays où nous avons aussi un potentiel en termes d'exportation et que si on met en place la coopération, on peut en tout cas promouvoir cette coopération. Des domaines comme la culture, les infrastructures et la coopération universitaire sont aussi évoqués par les deux responsables. La partie kazakh promet effectuer le déplacement de Ouagadougou fin septembre 2017, date de la fermeture officielle d'Astana Expo 2017. Nous avons longuement échangé sur les domaines qui pourraient aussi bien intéresser les Burkinabés que les Kazakhs. Sur le plan énergétique et culturel, une coopération ne ferait qu'enrichir nos relations. Et nous serons bientôt à Ouaga avec des hommes d'affaires pour explorer d'éventuels domaines d'investissement. Près de 150 pays prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur les énergies du futur. L'objectif visé par Astana Expo 2017 est d'inciter les États à une transition énergétique en vue de préserver les ressources naturelles et surtout pour une adaptation efficiente au changement climatique. Retour au Burkina pour ouvrir la page entretien de notre Midi Magazine. Nous recevons un porte-flambeau de la culture burkinabé au-delà des frontières de notre pays, Gérard Kouala, qui n'est plus à présenter dans le milieu de la culture et de la communication au Burkina Faso, même s'il est parti acquérir d'autres expériences depuis plus d'une dizaine d'années aux États-Unis, où il défend la cause de la culture burkinabé. Gérard Kouala est le promoteur d'un festival qui fait le pont entre les deux pays. Il est là pour nous en parler. Bonjour Gérard. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci de me recevoir. Alors, Gérard Kouala. Oui. Qu'est-ce que vous devenez? Où est passé Gérard Kouala depuis plus de 10 ans? Oh là là. Il est là toujours. Gérard Kouala est toujours dans le même milieu culturel où on l'a connu ici au Burkina. Mais cette fois-ci du côté donc des États-Unis où je réside depuis maintenant 13 ans. Et avec les compatriotes, on essaie à chaque fois que l'occasion nous est donnée de valoriser la culture du Burkina Faso, une chose qui nous est très très chère. D'accord. Alors Gérard Kouala, on vous félicite déjà pour ce festival. Merci. Festival Ouagadougou, New York. Oui. Comment et pourquoi ce festival, Gérard? Il faut dire que c'est parti d'un constat très simple, l'absence de nos talents, de nos valeurs artistiques aux États-Unis. De par mon expérience personnelle, j'ai souvent vu des artistes d'autres pays africains, surtout de nos voisins, défiler presque à chaque fois à New York pour des manifestations organisées par leur communauté. Alors, avec quelques compatriotes, nous avons pensé qu'il était important pour nous également d'initier donc un événement qui allait servir de plateforme d'expression de nos talents artistiques, qu'ils soient de la musique, du cinéma, de la mode, de la sculpture, tout ce qui peut vendre l'image du Burkina Faso aux États-Unis. Et c'est de là qu'est né le projet de FONI, qui est le Festival Ouaga New York. Alors, le Festival Ouaga New York est à sa 3e édition cette année. Quelle est la spécificité de ce festival? Je dirais que grâce au soutien des premières autorités du Burkina Faso, à leur tête le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, à qui je tiens au nom de la coordination du FONI, de tous les Burkinabés des États-Unis, dire toute notre reconnaissance pour l'importance qu'il porte à ce festival, qui aujourd'hui est l'expression de la fierté burkinabé au niveau de la diaspora.
parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les Burkinabés des États-Unis qui participent à ce festival, mais c'est également tous les Burkinabés qui peuvent venir un peu de partout. Le Canada était beaucoup représenté l'année dernière, l'Europe avec des Burkinabés venus de France et d'Allemagne, et même l'Afrique avec des Burkinabés venus d'ici. Et quand nous avons des instructions que nous recevons de nos responsables directs que sont, par exemple, l'ambassade du Burkina ou la mission permanente aux Nations Unies, le consulat, pour nous dire on soutient l'initiative, on vous accompagne de par la présence de ces personnalités. Cela nous donne quelque chose comme une énergie de dire il faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce, on ne peut plus s'arrêter. Et cela va avec l'implication de tout le monde. Asseoir un cadre de rencontre de tous les Burkinabés du monde entier chaque année à New York pour manifester notre joie d'appartenir à ce beau pays à travers notre culture. Le Burkina Faso est un très beau pays, il faut le montrer et cela se fait à travers la culture. Il faut en être fier. Qu'est-ce que vous prévoyez pour FONI 2017 ? 2017, nous allons avoir un plateau, je dirais, alléchant, si vous le voulez bien, avec encore de la musique, avec des artistes de renom du Burkina Faso qui viendront d'ici, d'autres viendront directement des États-Unis parce qu'on a des artistes burkinabés qui y vivent également. Nous avons David le Combattant qui va venir déjà, je vais vous donner juste un bout du programme. David le Combattant viendra de Ouagadougou, Smarty et Diko Fils qui étaient déjà venus reviendront de Ouagadougou. Nous avons Malima Kone qui est burkinabé qui vit en Californie, Kaberik également qui vit à New York. Et nous allons recevoir cette année un artiste de la diaspora burkinabé qui viendra d'Autriche. Parce que le thème cette année c'est bâtir ensemble le Burkina Faso avec sa diaspora. Et donc, en plus de ceux-là, il y aura d'autres artistes, il y aura des sculpteurs. Siri Kiki, qui est un grand sculpteur burkinabé, sera au FONI. Et l'occasion de remercier le parrain, M. Joachim Baki, qui nous permet de l'avoir. Nous aurons d'autres artistes musiciens, nous aurons des stylistes, nous aurons des acteurs de cinéma. En tout cas, le Gotha de la culture burkinabé sera à New York en septembre prochain. J'espère que vous y serez aussi. On l'espère. Et de toute façon, c'est pour quand FONI 2017 et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? Mais cette année, le FONI va se tenir aux dates de 15, 16 et 17 septembre. Et nous espérons en tout cas que tous les Burkinabés, d'abord des États-Unis d'Amérique, mais aussi du Canada et de partout dans le monde, prendra rendez-vous avec cette troisième édition du FONI pour encore ensemble, avec nos compatriotes qui, je sais, viendront nombreux du Burkina Faso, soulever très haut le drapeau national et montrer que nous sommes fiers d'appartenir à ce beau pays que le Burkina et dont la beauté se trouve dans l'unité de ses enfants. Merci Gérard. Voilà. Merci d'être venu Merci sur notre plateau pour nous parler de FONI 2017. J'espère que vous n'oublierez pas d'inviter la presse pour relayer l'événement à travers le monde. Absolument. J'espère que la presse sera représentée. Vous êtes les bienvenus. Merci Gérard. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Au Sénégal, la passion du football fait des victimes. Samedi, donc, la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise vire au drame. Des affrontements entre supporters des deux équipes font 8 morts et une soixantaine de blessés au stade Demba Diop. Au moins 8 morts et une soixantaine de blessés à la suite d'un mouvement de foule au Sénégal. Ce samedi soir, des affrontements entre supporters ont éclaté dans le stade Demba Diop à Dakar où se déroulait la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Les victimes ont été évacuées en direction des hôpitaux de la capitale. Des jets de pierre de la part de supporters pendant les prolongations et l'utilisation de gaz lacrymogène par la police auraient provoqué le mouvement de panique dans lequel des dizaines de personnes ont été écrasées. Une partie du mur soutenant les gradins se serait effondrée sur les spectateurs. D'importants moyens de secours ont été déployés autour de l'enceinte sportive jusque tard dans la nuit. Le ministre des Sports a promis des mesures fortes pour éviter qu'un événement similaire ne puisse se reproduire. Et pour finir, retour à Ouagadougou pour les actualités sportives au Burkina Faso. C'est avec Lassina Savadogo du service des sports de la télévision de Burkina. C'est donc un dimanche de sport spécial pour le championnat de football burkinabé. Donc avec vous, Lassina Savadogo, nous allons parler de la 29e et avant-dernière journée du Faso Foot. Le RCK et l'EFO sont en course pour le titre et s'affrontent tout à l'heure donc à 16h au stade du 4 août. Lassina Savadogo, dites-nous tout. Oui, madame Diagne, bonjour. Et c'est véritablement un dimanche
spécial pour le Faso Foot ici au Burkina Faso. Vous l'avez dit tout à l'heure, le RCK est face à l'État filin de Ouagadougou. C'est l'avant-dernière journée du championnat national de football et nous sommes à 2 points seulement de différence entre les deux équipes. Le RCK est en tête du championnat avec 55 points et l'EFO est dauphin avec 53 points. Imaginez-vous, l'EFO était véritablement au bas du classement à la moitié du championnat. Et l'EFO a pris 18 points depuis lors sur le RCK. Et l'EFO talonne maintenant le RCK. Ce match de cet après-midi sur le coup de 16h est la finale de ce championnat national. Le scénario est simple, Madame Dagno. Si le RCK gagne, le RCK est champion avant la dernière journée. Si le RCK fait match nul, le RCK aura encore des cartes en main pour jouer donc la dernière journée. Mais si le RCK perd, c'est-à-dire si l'EFO gagne, l'EFO prend désormais la main et l'EFO aura 1 point d'avance sur le RCK avant la dernière journée. Autant dire que c'est un match à suspense. Déjà dans les rues de Ouagadougou, les drapeaux orange et noir et bleu et blanc sont sortis. La population se mobilise donc pour le déplacement du stade du 4 août. C'est un grand événement. Naturellement, la RTB sera au cœur de cet événement-là en direct sur le coup de 16h du stade du 4 août pour vous faire vivre, pour ceux qui ne sont pas à Ouagadougou, donc cette affiche de rêve. C'est vrai qu'en même temps, parallèlement, il y aura les autres matchs du championnat. Il y a aussi des enjeux. COSAF qui lutte pour ne pas descendre, l'USCO qui lutte pour ne pas descendre, et puis bien entendu des équipes qui veulent rester dans leur classement actuel. C'est véritablement un week-end, un dimanche surtout spécial. On va profiter de cela pour vous annoncer qu'Aristide Bansé, que vous aimez bien, vient de signer donc à Al Masry tout à l'heure, de cela, quelques minutes de cela, en Égypte, son 20e club de sa carrière, c'est en Égypte. Aristide Bansé donc quitte la SEC d'Abidjan pour Al Masry. Rendez-vous ce soir sur le coup de 16h en direct du stade du 4 août pour RCK FO. Merci Lassina Savadogo pour toutes ces précisions. On s'arrête ici pour le Midi Magazine de ce dimanche. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale à tous et à toutes.